ancien ministre des Sports, et l'Assemblée nationale. Le président Amadou Mame Diop qui reçoit donc aujourd'hui les conclusions du groupe de travail. Point de vue en fin de journal, la facturation de la Sénélec encore en question malgré la suppression de la 3e tranche du Woyofal. On en parle avec nos deux intervenants. Le prétexte, la rencontre de ce matin entre la Sénélec et la clientèle sur la facturation justement du Woyofal. Abdoulaye Diop est à la technique de ce journal. Bienvenue d'abord. Ce drame à Ndiago 2, c'est dans le Saloum. La foudre a encore fait une victime, un jeune de 18 ans tué. Les habitants de cette localité située dans la commune de Kermandongo réclament des paratonnerres, surtout dans le département de Nioro. Fatumbo. La famille de Mohamed Diouf est toujours sous le choc. Le jeune homme de 18 ans a été mortellement frappé par la foudre alors qu'il jouait au foot au terrain de Ndiago 2. Ousmane Diouf est le père du défunt. Les enfants sont sortis pour aller au terrain après une forte pluie notée hier. C'est de là-bas que la foudre est tombée sur le jeune Mohamed Diouf qui jouait avec ses amis. Lui, ils étaient nombreux et c'est vraiment dur. Le maire de la commune de Kermandongo déplore l'absence de paratonnerres dans la localité. Momodou Sanedjaou en appelle à l'intervention des autorités. La semaine dernière, nous avons écrit une lettre aux autorités sur la situation des paratonnerres pour sécuriser les villages environnants. Ce qui vient de se passer est préoccupant, raison pour laquelle nous interpellons encore. Face à cette tragédie, le maire insiste sur la responsabilité des parents et enjoint les jeunes à respecter scrupuleusement les mesures de sécurité, notamment pendant la saison des pluies. En période d'hivernage, les enfants doivent rester chez eux, d'où l'appel des parents à plus de responsabilités parce qu'il y a une insécurité totale dehors. Le corps de Mohamed Diouf a été transporté à la morgue de Nioro. L'inhumation est prévue aujourd'hui à Ndiago 2. Fatumbo Kermandongo, Radio Futur Média. Les inondations à Touba après les fortes pluies de ces dernières heures. La situation est dure pour les sinistrés. Plus de 30 personnes vivent sous une tente installée sur le toit d'un immeuble. Pambaïdiao. Sur le toit de cet immeuble situé au quartier Serigne Mourtada se trouve une tente en zinc. Sur place, quelques matelas, des valises et des ustensiles de cuisine sont éparpillés ça et là. Ce lieu sert de refuge à plusieurs familles victimes des inondations. Maram Boup explique leur calvaire. Les conditions sont très difficiles. On est plus de 30 personnes ici. Même pour manger, ce sont les voisins qui nous aident. Ces sinistrés se sentent laissés à eux-mêmes. Aucune aide ne leur est venue de l'État ou des autorités municipales. Nous n'avons reçu aucune aide. Cet immeuble appartient à un ami. La nuit, on est obligé de partager les quelques matelas disponibles. Et il y a beaucoup de moustiques. Rencontrée au quartier Gouyousseu, Madame Cham est toujours à la recherche d'un foyer d'accueil. La famille est partie ailleurs. Je cherche un foyer d'accueil. La maison de mon père est pleine. Vraiment, c'est difficile. Non loin de là se trouve la maison de Mohamedou Lamine Diaw. Il vit avec des sinistrés dans des conditions très difficiles. On a reçu 2 familles entières chez nous. On n'a pas le choix. Imagine quelqu'un qui avait du mal à trouver la dépense quotidienne. Si d'autres personnes viennent s'ajouter, comment il va faire? À Touba, les sinistrés se disent abandonnés par les autorités étatiques et locales. Ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles et ne peuvent compter que sur les amis, proches et parents. RFM Touba. Les pluies vont se poursuivre aujourd'hui et demain, annonce la météo. Des quantités importantes d'eau sont attendues dans plusieurs zones et Dakar ne sera pas en reste. Le sud du pays, par exemple, a enregistré ces dernières heures jusqu'à 119 mm de pluie. Le point avec Pape Ndiaye, responsable du service prévision météorologique et réduction des risques à l'ANACI. Donc hier, le 23, les activités pluvieuses ont commencé au niveau des localités nord-est du pays, mais aussi au centre et sud du territoire sénégalais. Donc des quantités assez importantes ont été reçues par endroit. Par exemple, au niveau de la zone nord, 67,4 mm ont été reçus à Logurmamba. Au niveau de la zone centre, le pic de la journée d'hier a été noté pratiquement vers le département de Koungheul, donc Niamong qui a enregistré 152 mm. Au niveau de la zone sud-ouest,
Tobor a enregistré 119 mm de pluie, donc une quantité très importante aussi dans la zone sud-ouest. Thionck-Essyl 95 mm, Goudomp 79 mm. Donc des quantités assez importantes par endroit au nord-est, centre et sud-ouest du pays. Et pour la journée d'aujourd'hui, ce mercredi pratiquement 24 juillet et sans doute jeudi, demain 25 juillet, c'est des quantités aussi importantes qui seront attendues un peu partout au niveau des localités centre, nord-ouest et sud du pays. Donc des quantités importantes attendues aujourd'hui et demain sur une bonne partie des régions sud et centre du territoire sénégalais. Donc Dakar ne sera pas en reste, où des pluies sont attendues aujourd'hui dans la journée, allant vers la nuit et probablement demain dans la matinée. Pape Ngourniaï du service météo, vous l'avez certainement constaté pendant l'hivernage, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont monnaie courante dans plusieurs localités. C'est le cas dans le sud. Des séries de rencontres ont été initiées dans les 3 départements de la région de Sédhiou pour sensibiliser toutes les parties concernées sur la loi d'orientation sylvo-pastorale. Les détails avec Bakary Conté. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont très fréquents à Sédhiou à cause de la divagation des animaux. Aïda Mandian, productrice à la vallée de Bagimor. Il y a les animaux qui viennent, donc on lance un appel solennel aux éleveurs, surtout avec les porcs, avec les ânes, les vaches et consorts. Donc ils viennent pour gâter les rizières. Ils mangent tout, ils boivent tout. Même l'année passée, nous on était confrontés, on a même cherché des animaux là-bas. Finalement, on a eu peur, on a pris la fuite parce que ces animaux étaient effrayants, ils nous font peur. Les femmes productrices de la vallée de Samiron sont aussi touchées par le phénomène. Imelda Koli, présidente du GIE Samiron. On a d'énormes problèmes avec la divagation parce que les bœufs sont là-bas, porcs et les ânes. Personne ne prend pas ces animaux. Si par exemple, je veux demander à l'État de donner des sanctions. Des rencontres ont été organisées dans les 3 départements, Sédhiou, Goudomp et Bounkiling, pour échanger avec tous les acteurs sur la loi d'orientation agro-silvo-pastorale, une initiative du PAPSEN. Aimé Joseph Assoukaten Diba est le coordinateur du PAPSEN. Cette rencontre permet de recueillir les informations et les avis des uns et des autres, c'est-à-dire les acteurs de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, qu'on va intégrer dans un document qu'on va envoyer à Dakar. Les producteurs se réjouissent de cette initiative. Insa Diata est producteur à Bona, dans le département de Bounkiling. Tout le monde doit connaître la loi. Ça permettra aux gens de connaître l'éleveur, quelle est sa part de responsabilité, l'agriculteur, quelle est sa part de responsabilité. Présente à la rencontre, les autorités locales invitent tous les acteurs au respect des engagements pour une saison agricole sans conflit entre éleveurs et agriculteurs. Bakary Conté, Sédhiou, Radio Futur Média. Midi 10 minutes, la suite du journal. L'affaire des 3 enfants d'une même famille retrouvés morts dans un véhicule en panne à Thiaroye-sur-Mer. Les corps ont été déplacés de l'hôpital Thiaroye à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, ex-CTO, pour les besoins de l'autopsie. Selon un membre de la famille contacté par notre correspondante Salamata Ousmane Diallo, l'enquête est en cours et jusque-là, les causes du décès ne sont toujours pas connues. En attendant, le ministère en charge de la petite enfance déplore cette affaire. Il compte apporter une assistance donc à la famille des victimes. Le secrétaire général du ministère de la Famille et de la Solidarité, Ndiogou Diouf. D'avoir présenté nos condoléances aux familles éplorées et à l'ensemble de la population sénégalaise pour ce drame. Alors, le ministère de la Famille et des Solidarités abrite en son sein des structures qui s'occupent essentiellement de la protection et de la promotion de l'enfance. Et en de pareils cas, nous avons été informés hier de ce drame et nous avons mis en branle tout le système, notamment au niveau départemental, notamment le département de Pikine, le chef de service départemental de Pikine et le chef de service départemental de la famille de Dakar. La direction de la promotion et de la protection des enfants également va se déplacer sur les lieux, auprès des familles, pour un peu recueillir leurs préoccupations, leur présenter les condoléances et notre action à ce niveau-là en tant que ministère des Solidarités, c'est un accompagnement social de la famille des disparus. Le reste relève de la procédure judiciaire et je sais que le commissariat de Thiaroye a été mis en branle pour un peu recueillir les éléments factuels et faire les enquêtes.
Nous, on est ministère de la solidarité, donc on agit au niveau de la famille, au niveau psychosocial et au niveau social. Maintenant, bon, c'est la solidarité gouvernementale, le ministère de la Justice fait son travail avec le commissariat également, le ministère de l'Intérieur est en train de faire les enquêtes. Le secrétaire général du ministère de la Famille et de la Solidarité, Ndiogou Diouf, qui répondait aux questions de Ndiogou Dien. Lamine Ba, bonjour. Bonjour, Barthélémy Ngom. Notre correspondant à Ziguinchor. Ouverture ce matin du procès en appel de la tuerie de Bofa Bayot. Les accusés sont présents. Oui, le procès vient juste de démarrer. Barthélémy Ngom a faut rappeler que donc les juges sont arrivés dans la salle aux environs de 11h45 et depuis lors, pour l'instant, ce qu'on a vu ici, c'est que donc le greffier procède donc à l'appel des témoins à charge et à décharger une trentaine de témoins certainement qui vont défiler à la barre de la cour d'appel de Ziguinchor. Donc pour l'instant, Barthélémy, on assiste à un échange verbal entre maître Ciré Clédor Ly et donc le juge. Pour l'instant, on est dans les questions préjudicielles, bien sûr. Nous reviendrons plus en détail, donc en profondeur par rapport à ce qui se passe ici au niveau de la cour d'appel. Mais retenir que Omar Ampouy Boyan, René Capin Bassène, et ajouté qu'il y a deux autres qui sont appelés à comparaître, que sont Abdoulaye Djidjou et Alioune Badara Sané. Eux, il faut le rappeler, avaient été condamnés à 6 mois avec assorti de sursis. Mais donc le procureur a fait appel de le jugement. Donc aujourd'hui, ils sont présents également à la barre de la cour d'appel de Ziguinchor, où également ils vont être interrogés dans le cadre de ce dossier criminel jugé en première instance en mars 2022. Merci Lamine Ba, en direct donc de la cour d'appel de Ziguinchor, où se déroule présentement le procès en appel de la tuerie de Bofa Bayot. Midi, bientôt 14 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Les assurances des responsables de la compagnie sucrière sénégalaise par rapport aux doutes de l'UNACOAIS, l'organisation commerçante qui dit craindre une pénurie de sucre plutôt durant le Magal parce que la CSS aurait épuisé son stock et le marché des importations pas ouvert. La CSS tient un autre langage. Le stock n'est pas épuisé et l'entreprise peut même ravitailler le marché pendant des mois. Le sucre sera alors bien disponible pendant le Magal, le Gamou et même l'Assomption, déclare Hassimou Faye. C'est lui, le chef du département qualité, hygiène, sécurité, environnement à la CSS. Il est au micro de Mamadou Diagne. Dire qu'il y a des tensions, non, je ne pense pas. Et ça, également, vous pouvez voir nos magasins. Ils sont vachement bien remplis. Et nous avons encore du sucre pour les périodes à venir. Et effectivement, on s'est rendu compte quand même ce matin en réunion qu'il y avait de faibles ventes vers la capitale. Nos équipes sont en train de se mobiliser, d'essayer de comprendre le pourquoi. Pour encore également vous confirmer qu'à notre niveau, nous avons des stocks pour les semaines encore à venir. Et nous continuons à libérer le produit en moyenne entre 500 à 600 tonnes journalières. Est-ce que le poids est... Par rapport à ce poids, effectivement, j'étais un peu également très surpris d'entendre ça, parce que nous, nos poids n'ont jamais changé. Nous avons des contrôles du commerce qui vérifient même nos équipements de pesée, et nous avons souvent également des contrôles mensuels de leur part. En début de campagne, nous faisons certes la maintenance, mais les vérifications également sont de mise. Nous avons tous les documents qui peuvent justifier que le poids n'a pas changé. Même nos plus petites balances aujourd'hui sont tarées et certifiées. Aujourd'hui, pouvez-vous rassurer les consommateurs, surtout en ce qui est de Gabon, de Magal et d'Assomption aussi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, nous on transforme notre canne à sucre de novembre à fin mai, mais c'est dans un but également d'avoir des réserves pour approvisionner le marché. Et je vous le confirme, ça ne passera pas le Gamou, l'Assomption et le Magal sans sucre. Donc nous pourrons également approvisionner le marché correctement, même avec ces périodes d'affluence. La compagnie sucrière sénégalaise donc qui rassure les consommateurs. Direction Tchormat. Tchormat, un village de Diogo. Nous sommes dans le département de Tivaouane. Cette localité a été déguerpie par GCO puis recasée sur un autre site. Les populations ont manifesté pour dénoncer les conditions dans lesquelles elles ont été relogées. Elles n'ont pas d'eau et les maraîchers qui n'ont plus de terre à exploiter se retrouvent au chômage. Charante Diop. Tchormat est situé à 18 km de Diogo et à 1 km de Ronkrioy. Les habitants qui ont été délogés par la GCO sont recasés ici, sur ce site. Mais les populations déplacées sont très remontées contre les autorités de la GCO. Selon Abdoumbaye, la GCO n'a pas respecté ses engagements. Tchormat souffre d'un manque criant
d'eau. On peut noter le problème d'approvisionnement en eau potable. Jusqu'à ce jour, les travaux de construction du forage qui doit approvisionner le site en eau potable n'ont pas encore démarré. Et les populations déjà déplacées s'approvisionnement dans les villages voisins à dos de charrette et paient l'eau très cher. Des hectares de champs ont été dévastés. Ces agriculteurs et éleveurs n'ont plus d'espace pour pratiquer l'agriculture et l'élevage. Il faut noter également que la plupart des populations de Tchokmat sont des éleveurs ruminants en divagation. Les terres de remplacement qui devraient permettre aux maraîchers de reprendre leurs activités ne sont pas aménagées et équipées. Ce qui fait que tous les maraîchers impactés du village sont en situation de chômage. Et pour garder cette activité, nous avions demandé à l'entreprise de délimiter un périmètre de pâturage pour éviter d'éventuels conflits avec les maraîchers de la localité. Ce n'est pas encore fait. Selon les autorités de la GCO, l'ensemble des villages de recasement de la zone ont été indemnisés. Les impactés ont tous reçu leur chèque auprès de la commission de recensement départemental des impenses. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop Dagana, la réplique des partisans d'Oumar Sarr suite à la sortie des militants du parti PASTEF qui accusent le leader du PLD, maire de la commune, de nourrir des velléités de ralliement au PASTEF. Oumar Sarr, selon la jeunesse du PLD, n'a jamais émis l'idée de rejoindre la formation politique d'Ousmane Sonko, encore moins abandonner la politique. Il a juste remobilisé ses militants en vue des législatives à venir. Obak Falfaï, le porte-parole des jeunes du PLD, au micro de Mamadou Diaye. Oumar Sarr, lorsqu'il a eu la vision de créer son parti politique, l'objectif n'était pas tout simplement de gagner la commune de Dagana, mais d'aller plus loin. Et lorsqu'il est venu actuellement à Dagana, Oumar Sarr était venu pour deux choses. La première, c'était de présider son conseil municipal parce qu'il est le maire élu. Donc tout maire a le droit de revenir au bercail. Et après la défaite qu'il a acceptée, Oumar Sarr s'est dit clairement que je suis dans l'opposition et je vais travailler, je vais continuer à travailler dans l'opposition. Donc il est venu tout simplement pour présider le conseil municipal en tant que maire. C'est une campagne de diabolisation et de manipulation. Oumar Sarr ne cédera pas. Lorsqu'il est venu à Dagana, la deuxième phase de sa tournée, c'était d'abord de regrouper son parti au niveau départemental. Donc les 11 communes du département, toutes les sections étaient là. Et dans le discours de Oumar Sarr, il a été trop clair. Nous sommes dans l'opposition. Maintenant, nous devons nous organiser pour maintenant aller préparer les élections législatives. Si Oumar Sarr voulait rallier automatiquement dans la mouvance présidentielle, Oumar Sarr ne va pas dire de se préparer pour aller tout simplement aux élections législatives. Donc tout simplement que je dis que Oumar Sarr est un leader politique. Et quand le lion est revenu à la tanière, un lion blessé, il devient beaucoup plus féroce. Donc Oumar Sarr est en train tout simplement d'élargir ses bases nationales. L'actualité internationale. Avec Georges Déthié Diop, bienvenue. Merci Barthélémy. La tentative de coup d'État en novembre dernier en Sierra Leone, 11 personnes reconnues coupables. Le meneur de l'insurrection Amadou Koïta Makalo a été condamné à 182 ans de prison pour trahison. Il a aussi été reconnu coupable de meurtre et coup de feu avec intention de tuer. Cet ancien garde du corps de l'ex-président Baye Koroma a été connu pour ses critiques contre l'actuel président Julius Maada Bio. Les 10 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 30 à 112 ans de prison. L'ancien président Baye Koroma, inculpé en janvier dans le cadre de cette affaire, s'était vu accorder un congé de maladie. En Éthiopie, le bilan de la coulée de boue s'est considérablement alourdi, au moins 299 morts. Le chiffre initial faisait état de 55 personnes tuées. De fortes pluies ont déclenché la catastrophe dans le district isolé de Kensho-Chassa-Gozdil, dans le sud du pays. Les recherches se poursuivent dans la région. Au Kenya, le président William Ruto a mis en place un gouvernement élargi. Un gouvernement composé pour tenter d'apaiser la contestation qui secoue le pays depuis plus d'un mois et a donné lieu à des manifestations meurtrières. William Ruto a annoncé ce matin la nomination de 4 figures de l'opposition, toutes membres du parti de Raila Odinga, le mouvement démocratique Orange. John Mbadi est nommé ministre des Finances, James Opio Wandayi, ministre de l'Énergie et du Pétrole, Hassan Ali Dioho, ministre des Mines et de l'Économie de la Mer, et Wycliffe Oparania, ministre du Développement des coopératives et des PME. La présidentielle américaine, Kamala Harris, qui prend de l'avance. Dans un sondage publié hier, la vice-présidente démocrate surpasse son rival Donald Trump de 2 points.
Anna Rocha. Le désistement de Joe Biden a donné un nouveau souffle à la course à la présidentielle américaine. Malgré des critiques du camp républicain, Kamala Harris devance légèrement maintenant Donald Trump selon un sondage Reuters Ipsos réalisé 2 jours après l'annonce du retrait de Joe Biden. Selon ce sondage, la vice-présidente américaine devance son rival de 2 points à 44% d'intention de vote contre 42% pour Trump. La semaine dernière, les deux candidats étaient à égalité dans une autre enquête réalisée par le même institut. Cependant, la course reste serrée. Un autre sondage de PBS News, cette fois-ci réalisé lundi, donne Kamala Harris 1 point derrière le candidat républicain à 45% contre 46% d'intention de vote. La vice-présidente américaine a effectué son premier meeting de campagne dans le Wisconsin. L'ancienne procureure est attendue aujourd'hui à Indianapolis pour un nouveau meeting de campagne. Et c'est ce mercredi également que le président Biden va s'exprimer depuis la Maison-Blanche sur les raisons qui l'ont motivé à se retirer de la course. C'est à 20h, heure locale, minuit à Dakar, que Biden va s'adresser aux Américains. Anna Roche à la France pour terminer le paysage audiovisuel secoué. Les candidatures de C8, chaîne la plus sanctionnée de la télévision française, et NRJ12 n'ont pas été retenues par l'ARCOM pour la réattribution de fréquences TNT en 2025. C'est ce qu'indique un communiqué publié ce matin par le régulateur. À l'inverse, la chaîne d'information CNews, régulièrement rappelée à l'ordre par l'ARCOM, et propriété comme C8 du groupe Canal Plus du milliardaire Bolloré, a été sélectionné pour le renouvellement de sa fréquence. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, la facturation de la Sénélec encore en question malgré la suspension de la 3e tranche du Woyofal. On en parle avec nos 2 intervenants. Le prétexte, la rencontre de ce matin entre la Sénélec et la clientèle sur la facturation du Woyofal. Nous serons avec Frédéric Didier Sadi Bassen, le directeur de la clientèle régulière de la Sénélec, et Seydina Mam Alassane Lahi Sow, président du Forum des jeunes consommateurs. RFM Sport. Bonjour Bart. Les Jeux Olympiques de Paris, la délégation du Sénégal a pris ses quartiers. 11 athlètes plus leurs accompagnants pour représenter le Sénégal à ces Jeux Olympiques en France, à Paris. Ces Jeux Olympiques démarrent vendredi prochain. Même le chef de l'État est annoncé à la cérémonie d'ouverture qui pour la première fois aura lieu hors d'un stade. Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS, est déjà sur place. Il nous fait le point et nous donne des informations des athlètes du Sénégal et avec Cheikh Tidiane Diagne. Nous sommes sur les derniers réglages. Ce matin encore, Baladjei faisait la navette entre le village olympique et l'aéroport pour récupérer les athlètes sénégalais qui continuent à arriver. Comme vous le savez très bien, nous avons 11 athlètes qualifiés dans 7 disciplines: l'athlétisme, le taekwondo, le canoë-kayak, l'escrime, la natation, le tennis de table et le judo. Donc, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est également attendu ici dans la capitale française. Il devrait procéder à la remise traditionnelle du drapeau du Sénégal aux athlètes sénégalais dont les porte-étendards seront cette année-ci Louis-François Mendy, la coqueluche de l'athlétisme sénégalais, et aussi à Combé Sec du canoë et kayak. Par ailleurs, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que même si la cérémonie d'ouverture est prévue le 26, les compétitions vont commencer ce soir, notamment pour ce qui concerne l'Afrique. Le match devant opposer l'Argentine au Maroc est à noter sur les agendas à partir de 15h heure française. Mais le match le plus attendu ici dans la capitale française, c'est bien sûr ce match devant opposer le Mali à l'Israël. Non pas sur le plan footballistique, mais sur le plan sécuritaire. Tout le monde sait ce qui se passe dans cette partie du monde entier. Donc les compétitions qui démarrent aujourd'hui déjà pour le football, comme l'a si bien dit Abdoulaye Thiam. 15h Guinée, Nouvelle-Zélande. À 13h déjà, on aura Argentine contre le Maroc. À 15h également, l'Égypte contre la République dominicaine.
Et à 19h, le Mali jouera contre Israël. La révolte des clubs amateurs contre la Fédération sénégalaise de football, des spécialistes qui réclament même le départ de Maître Augustin Senghor. L'association des clubs amateurs du Sénégal qui a donc décidé de bloquer la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération, ce qui a été fait. Maintenant, d'autres voix s'élèvent pour demander le départ d'Augustin Senghor et de ses collaborateurs après 16 ans donc de présidence à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Pour le journaliste sportif Pape Lamindour, Augustin Senghor et ses hommes ont fait le travail. L'heure est venue de céder la place à d'autres. Pape Lamindour, que nous écoutons. C'est un débat actuellement qui se pose au niveau du Sénégal, parce que est-ce que Augustin doit partir ou rester à la tête de la Fédération sénégalaise de football? Moi, en tant que journaliste et observateur, je pense que après 4 mandats, il est bon de céder le fauteuil, parce que 4 mandats de 4 ans, c'est déjà 16 ans à la tête de l'instance faîtière du football sénégalais, et que n'oubliez pas que c'est au cours de son 4e mandat que les résultats ont commencé à suivre. C'est au cours de ce mandat-là qu'on a été champion d'Afrique, qu'on a gagné le CHAN, qu'on a gagné la Coupe d'Afrique U20, qu'on a également gagné la Coupe d'Afrique U17. Et le beach soccer, ça veut dire tout simplement que Augustin a réalisé un bilan positif après 16 ans à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Mais il faut savoir également partir à temps et sortir par la grande porte. Et également, il faut pas qu'on oublie que le Sénégal doit se conformer à tout ce qu'on se fait au niveau international, même si aucun texte ne l'interdit de briguer un 5e mandat, mais au niveau même de la référence de l'administration sportive du football qui est la FIFA, les mandats sont limités à 3 de 4 ans, consécutifs ou non. Même au niveau de la Fédération française de football, les mandats sont limités à 3 consécutifs ou non. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà 3 mandats de 4 ans, c'est 12 ans, et c'est beaucoup pour réaliser le projet, pour matérialiser sa vision. Mais aujourd'hui, Augustin, il faut qu'il sorte par la grande porte, et sortir par la grande porte, c'est de ne pas essayer de briguer un 5e mandat, et donner l'opportunité également à d'autres hommes qui s'investissent dans le football de prouver leur savoir-faire. Le débat est posé et on est très loin de la fin de ce sujet, puisqu'il y a encore des bisbilles pratiquement tous les jours dans le monde du foot. Oui, merci. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. Midi 28 minutes. Avant la revue de la presse, nous parlons de l'Assemblée nationale. Amadou Mame Diop, donc, qui reçoit le mercredi, ce mercredi, les conclusions du groupe de travail mis en place pour la réactualisation du règlement intérieur. Mohamed Ali Mouba devait revenir sur la procédure, ce qui va donc suivre cette étape, mais ce sera dans le journal de 13h en Wolof avec Eladje Ndiogougen. Son élément n'est pas encore en place. Midi 29, la presse du jour. Justement, on reste avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. À la une, la Diop entendu sur une affaire de grosse oui. C'était hier à la gendarmerie de Kermassar. L'ancien directeur général de la LONASE est sorti libre des locaux des hommes en bleu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Réumi Quotidien note qu'il a été entendu sur une affaire d'argent qu'il aurait gardé par devers lui. Buzz Bilichou parle d'une mallette d'1 milliard de francs CFA. La Diop dénonce et prépare une citation directe à son accusateur. Ce dernier, qui n'est rien d'autre qu'un de ses proches, avait révélé que l'ancien ministre des Sports et ancien déchet de la LONASE avait voulu lui confier une mallette d'argent contenant une somme d'1 milliard. Aussitôt libre, la Diop s'est adressé à son monde pour dénoncer une cabale. Direct News, qui vole au secours de la Diop, lui offre sa première page. Eboudian, c'est le nom de l'accusateur. Il a été emprisonné il y a quelques mois pour une affaire de faux billets de banque, condamné à 6 mois pour détournement aussi. Le journal se demandait alors si la parole d'un tel individu méritait la convocation à la brigade de recherche de cet ancien ministre. Libé, qui rapporte les minutes de ce face-à-face avec les gendarmes, note qu'avant lui, les enquêteurs ont auditionné son accusateur Ibrahima Dian. En attendant d'en savoir davantage, place nette à Ousmane Sonko et à sa DPJ. Il va la faire à l'hémicycle. Finalement, c'est presque acté même. La mise à jour du règlement intérieur presque terminée. Le groupe de travail commis pour toiletter les textes donc a déposé ce mercredi son dossier, ce qui fait dire à Buzz Bilichou que le Premier ministre rapproche de l'Assemblée nationale. Réumi
Réumi Quotidien relève que la polémique née de la sortie du Premier ministre qui menaçait de tenir sa dépêche dans la rue, eh bien, ça s'estompe mieux. Les tractations annoncent de bonnes nouvelles, de bonnes perspectives pour la tenue de cet exercice devant les parlementaires dans les tout prochains jours. Le Soleil qui donne les étapes de la procédure note en tout cas que c'est presque fin prêt. Eh bien, donc la procédure à suivre, on la connaît. Les conclusions du groupe remis aujourd'hui au président Amadou Mame Diop. Les députés passent le témoin donc au président de l'Assemblée nationale. Pour faire œuvre de pédagogie, le Soleil a passé donc en revue la procédure prévue à cet effet pour modifier le règlement intérieur, à lire en page intérieure. Après son show au Parlement de la CEDEAO et ses prises de gueule avec des collègues parlementaires, Guy Marius Sagna a désavoué informe Walfadjri. Le quotidien note que le bureau du Parlement dénonce des dérapages verbaux inacceptables. Guy brouille le réseau, titre du coup le confrère. Le régime de Diomaye Sonko sur une pente dangereuse après seulement 3 mois de magistère. Tribune qui note que partout la colère gronde, elle monte, chômeurs, ambulants, jakartaman. Le journal relève ces petites mains, c'est eux qui tiennent l'économie. L'observateur s'est intéressé à la ligne de défense du nouveau régime pour parer les critiques. Macky Sall, c'est à cause de lui qu'on n'y arrive pas. Le journal nous dit que c'est ce qu'on appelle la facilité, l'excuse mal placée. Le confrère a fait le diagnostic de la propension du régime de Diomaye à évoquer les fautes de Macky pour justifier ses errements. Une fuite en avant, un aveu de non-rupture selon les analystes. Et puis, à la une du journal LAS, contrat pétrolier et gazier, la renégociation prend forme selon le confrère. La société des pétroles du Sénégal, Petrosen, sera sans doute le maître d'œuvre pour mettre en musique la volonté affichée des nouvelles autorités de renégocier les contrats pétroliers et gaziers. Déjà, les champs concernés et les raisons à invoquer sont connus. Note encore la publication. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h32, la facturation de la Sénélec encore en question malgré la suppression de la 3e tranche du Woyofal. On en parle avec nos 2 intervenants. Frédéric Didier Sadi Bassen est en ligne. Bonjour Monsieur Bassen. Bonjour Monsieur Aram. Oui, vous êtes le directeur de la clientèle régulière de la Sénélec. Seydina Mame Alassane Lahisso, président du Forum des jeunes consommateurs, doit nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors, je reste avec vous. Monsieur Bassen, la facture ou les factures d'électricité à nouveau au centre d'un débat, d'une polémique, j'allais même dire. Pourquoi le courant est-il cher au Sénégal? Donc, bonjour Monsieur Ngom. Je vous remercie de cette invitation pour que nous puissions aujourd'hui discuter à travers votre radio sur les points qui concernent bien sûr la facturation de Sénélec. Donc cette question de pourquoi le courant est cher aujourd'hui au Sénégal. Donc dans un premier temps, j'aimerais un peu rappeler le cycle en tout cas qui peut aller vers une modification des tarifs. Oui. Donc Sénélec évolue dans le secteur régulé avec une autorité de régulation qui est la CRSE. Et donc, c'est cette autorité de régulation, elle seule, qui est habilitée, n'est-ce pas, à valider un changement de tarif ou de prix, que ce soit en augmentation ou en baisse. Et donc, jusqu'à ce jour, les tarifs n'ont pas changé? Donc, jusqu'à ce jour, on n'a vu nulle part, en tout cas, dans les médias officiels, en tout cas dans les canaux officiels, un quelconque décret ou une quelconque note prônant modification des tarifs au niveau de Sénélec, particulièrement au niveau du Sénélec. D'accord. J'aimerais vous poser une question. Quel est aujourd'hui le montant du tarif de cession? Aujourd'hui, le montant du tarif de cession, pour nos différentes catégories, en tout cas des clients que nous avons, il va tourner entre 90 francs et on va dire 91,5 jusqu'à 140 francs pour certaines catégories de clients. D'accord. D'accord. Je vous reviens tout à l'heure, directeur. Seydina Mame Alassane Lahisso est en ligne. Monsieur Sow, bonjour. Monsieur Sow. Monsieur Sow?
Apparemment, il n'a pas de retour. Je reviens à vous, Frédéric Didier Sadi Bassène. Alors, aujourd'hui, que les populations ou les usagers, les consommateurs se plaignent de la cherté des factures malgré la suppression de la troisième tranche du Woyofal. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de vos abonnés ne comprennent pas la facturation de la Sénélec. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à ce niveau? Donc, ce qu'on peut dire, déjà, on n'est là pas dans un phénomène cyclique. Donc, si vous vous rappelez très bien, l'année dernière, à la même période, nous avions eu ce même débat. Et donc, on se rend compte que c'est un phénomène qui revient à chaque fois que nous entrons dans les périodes de forte chaleur. Donc, cela déjà peut poser une première question. Donc, pourquoi est-ce que lorsque l'on sort de la période d'hivernage, on n'a plus ce type de débat qui est posé? Cela veut tout simplement dire que nous avons des habitudes de change en fonction des périodes de l'année. Lorsque nous arrivons au mois de novembre, décembre, jusqu'au mois de mai, où on a des températures beaucoup plus fraîches, les consommations sont moindres au niveau de nos ménages. Lorsqu'on entre en période de chaleur, tout naturellement, nous commençons à utiliser d'autres appareils pour bien sûr notre confort. Les ventilateurs, les climatiseurs. Nous sollicitons beaucoup plus les réfrigérateurs pour aller rechercher de l'eau fraîche, ainsi de suite. Nos enfants, frères et autres, sont en vacances et sont présents dans les maisons beaucoup plus longtemps et donc font usage de matériel qui consomme de l'électricité. Donc, en clair, la facturation de la Sénélec n'a pas changé, mais c'est plutôt la consommation qui a augmenté. La facturation de la Sénélec, les prix au niveau de la Sénélec n'ont subi aucune variation, n'ont pas changé. Ce qui change aujourd'hui périodiquement, c'est le cycle de chaleur, le cycle de fraîcheur, qui induit en nous un changement de comportement et qui va affecter la consommation au niveau des ménages. D'accord. Lorsqu'on allume un ventilateur ou un climatiseur, forcément, cela aura un impact sur notre consommation et donc sur le coût de notre facture. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, directeur. Seydina Mam Alassane Lahi Sow nous a rejoint. Monsieur Sow, bonjour, vous êtes là? Bonjour. Voilà, président du Forum des jeunes consommateurs. Vous avez certainement entendu, directeur Frédéric Didier Sadi Bassène, la facturation n'a pas changé. C'est plutôt la consommation qui a augmenté, surtout dans ce contexte de chaleur. Oui, effectivement, n'a pas encore changé, mais quand même, n'oublions pas qu'il y a une directive venant de l'ESMI que l'État du Sénégal doit de manière progressive enlever, supprimer définitivement les subventions accordées dans le secteur de l'énergie. Ce qui cause davantage et impacte négativement sur le pouvoir d'achat du consommateur sénégalais très faible. Ensuite, en période de chaleur, les consommations augmentent, ce qui est normal. Parce que nous sommes en période de chaleur. Les civils ne le savent pas parce qu'ils ont le pouvoir d'achat de payer. Mais le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve sur le modèle de facturation qu'on doit changer, doit connecter avec le pouvoir d'achat des Sénégalais. On nous parle souvent de la tranche sociale que j'ai toujours révisée. Il n'y a pas de tranche sociale. Et là, une première tranche qu'on a essayé d'alléger avec la TVA seulement. Mais tu payes la redevance à 429 francs, la circonstance. Et puis, le volume. Oui, alors, Monsieur Sow, est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu parce que on a un problème avec la liaison. D'accord.
Alors, si c'est fait, vous pouvez poursuivre. Allô? Allô, monsieur Sow? Oui, allô, oui. Voilà, là c'est bon, vous pouvez poursuivre. Voilà. Cela veut dire qu'il faut que l'État du Sénégal prenne leur responsabilité d'accompagner les consommateurs, surtout très vulnérables en matière de leur pouvoir d'achat. Le courant est très cher au Sénégal. On avait annoncé que la troisième tranche de WFL est supprimée, ce qui n'est pas exact. Ils ont fait un alignement sur le prix de la deuxième tranche et de la troisième tranche en payant la TVA. Pour vous dire qu'il y avait une annonce politique de la part du gouvernement portant, que j'avais totalement refusé à l'époque. Ce n'était pas vrai. C'était un discours politique. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Vous nous parlez de la tranche sociale, vous rejetez justement cette tranche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Voilà. Ce que nous devons faire actuellement est de revoir le modèle de la facturation. En quoi faisant, par exemple, tenir compte de la vie chère, des revenus des ménages, c'est ça? Oui, il faut que pour le prêt payé, WFL, nous avons toujours proposé, il faut qu'on la fasse une seule tranche, un seul tarif, qui était le modèle de départ de la facturation. En ce temps, ils ont changé ça pour mettre des tranches dedans, ce qui cause beaucoup de problèmes. Quand ça a été une seule tranche et un tarif, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, quand ils ont changé le modèle de facturation, en mettant les différentes tranches, vous trouvez tout le monde, il y a beaucoup de problèmes, parce que les consommateurs ne comprennent pas le système de recharge du WFL. Que Sénélec doit faire beaucoup d'efforts de communication et de sensibilisation pour mieux aider et éduquer les consommateurs comment recharger le WFL et économiser le mode de consommation. D'accord. Voilà. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Sow. Monsieur Bassène, directeur. Alors, aujourd'hui, Monsieur Sow vous interpelle par rapport justement à la facturation du prépayé. Là aussi, c'est un problème puisque la Sénélec avait annoncé la suppression de la troisième tranche, mais à l'arrivée, on se rend compte que le WFL est toujours cher. Donc, Monsieur Ngom, pour revenir un peu sur la tarification, comme je le dis, au départ, à l'entame de mon propos, retenez que la grille tarifaire n'est pas déterminée par Sénélec. Sénélec en fait une application. Donc, la dernière grille tarifaire, celle qui date de décembre 2023, la commission de régulation demandait à Sénélec d'aligner le prix de la deuxième tranche, n'est-ce pas, à celui de ce qu'on appelait à l'époque la troisième tranche. Mais cette décision n'a pas demandé à Sénélec de ne plus appliquer la TVA sur les achats qui dépassent la limite des 250 kWh. Donc aujourd'hui, Sénélec ne fait qu'appliquer les directives, les recommandations et les décisions de la commission de régulation du secteur de l'énergie. Voilà. Et par conséquent, vous ne pouvez pas procéder à la baisse concernant le WFL ou encore les factures, les compteurs en tant que tels. En tout cas, c'est pas une décision que Sénélec peut prendre d'autorité d'appliquer une baisse sur les tarifs de l'électricité. Sénélec intervient dans le processus de révision des tarifs, mais la décision revient à l'autorité
qui est aujourd'hui, qui gère aujourd'hui le secteur, qui est la CRSE, avec bien sûr notre tutelle, qui est le ministère de l'Énergie et du pétrole. Espérons que la rencontre de ce matin, espérons avoir des décisions ou des propositions. Donc à l'issue de la rencontre ce matin, la Sénélec qui rencontre justement la clientèle sur la facturation du Woyofal. Merci beaucoup, directeur Frédéric Didier Sadi Bassène, directeur de la clientèle régulière de la Sénélec. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Seydina Mam Alassane Lahisso, le président du Forum des jeunes consommateurs. Je termine avec vous. Alors, Monsieur Sow, au-delà de ces propositions, vous demandez une révision de la facturation du compteur prépayé. Mais au-delà, est-ce que vous aussi, on vous implique souvent dans le cadre des négociations, prendre en compte vos propositions et tout, pour que tout le monde soit sur les mêmes pieds? Oui, c'est vrai ce que dit M. Frédéric. La décision finale revient à l'État du Sénégal. Seul l'État du Sénégal a la politique de la tarification. Mais il use de la proposition de la Sénélec par le revenu maximum autorisé, validé par la Commission de la régulation et l'État du Sénégal. Mais nous, consommateurs, nous demandons à l'État du Sénégal, qui a le pouvoir de réviser les politiques de prix, il faut bel et bien réviser actuellement les prix de l'électricité en augmentant les tranches, les volumes, surtout dans la première tranche, surtout au compteur classique à 300 kWh, pour permettre au consommateur de un peu être dans le confort, pour le prépayer aussi, d'augmenter la première tranche au moins 300 kWh. Et c'est faisable selon vous? Ce qui fera quelques économies pour le consommateur de ne plus rentrer dans la troisième tranche qui le pose beaucoup de problèmes par rapport à son pouvoir d'achat. Merci beaucoup Seydina Mam Alassane Lahisso, président du Forum des jeunes consommateurs. Merci également à Frédéric Didier Sadi Bassène, directeur de la clientèle régulière de la Sénélec. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Gouyen. Mesdames, Messieurs, merci. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdoulaye Diop, digital Maïssa Mbaye, réalisation Eladji Ndiogou. Il sera là dans moins de 12 minutes à 13h pour le Wolof. Chef d'édition Awa Mbaye. Bonne suite de programme sur la RFM.